Cette vidéo est sponsorisée par Incogni. Salut les terriens et bienvenue sur la dernière émission de l'année, le dernier journal de l'espace de 2022. On va en profiter pour se faire un petit bilan des lancements pour voir quel pays a fini en tête cette année dans cette course à l'espace bien rythmée, mais avant qu'on ne commence ce voyage ensemble, j'aimerais vous présenter le sponsor de cette vidéo, Incogni. Incogni, c'est un outil créé par Surfshark qui aide les utilisateurs à supprimer leurs données auprès des courtiers en information. Chaque jour qui passe, vos informations personnelles sont vendues en ligne sans même que vous ne le sachiez, et je suis certain que vous avez par exemple déjà donné votre email pour vous inscrire à une newsletter ou pour créer un compte sur un site internet quelconque, et étonnamment, vous avez commencé juste après à recevoir des dizaines de spams de publicité en lien avec ce que vous recherchiez. Dans le même genre, comme moi, vous recevez sans doute aussi chaque jour plusieurs appels indésirables pour vous proposer des primes bidons ou des services dont vous n'avez absolument pas besoin, et en ce moment, eh bien étonnamment, c'est tout ce qui touche à l'énergie et au chauffage. Bon, il faut savoir qu'il existe plusieurs centaines de courtiers en données qui accumulent vos informations personnelles pour les revendre ensuite à des entreprises inconnues, et la bonne nouvelle, c'est que vous avez le droit de demander à ces courtiers de supprimer toutes les informations qu'ils ont à propos de vous, afin de protéger votre vie privée, mais la mauvaise, c'est que si vous souhaitiez le faire vous-même, une entreprise à la fois, eh bien ça vous prendrait des années. Incogni, c'est un service qui se charge à votre place de demander aux sociétés de courtage de données de supprimer vos informations personnelles, et tout ça de manière complètement automatisée. Tout ce que vous avez à faire, c'est créer un compte sur Incogni, leur préciser quelles informations vous voulez voir supprimer, et vous pourrez ensuite retourner tranquillement à vos activités pendant qu'Incogni se charge du reste. Pour profiter de ce service, le lien est dans la description, et les 100 premières personnes qui utiliseront le code ESPACE bénéficieront d'une remise de 20% lors de leur inscription, alors à vous de jouer. Maintenant, place à l'actu, je vous souhaite un très bon journal de l'espace. Est-ce que vous saviez que derrière le formidable succès technique et humain des missions Apollo, il existe une facette un peu moins connue et plutôt gênante? En effet, les 12 hommes qui ont marché sur la Lune, l'ancien sénateur américain Harrison Schmitt étant le dernier en 1972, sont tous revenus sur Terre avec une bien étrange pathologie appelée rhume des foins lunaires. Les symptômes ressemblent à ceux de la rhinite allergique terrestre qui affecte 25% de la population mondiale, et absolument tous les astronautes ayant marché sur la Lune se sont plaints des mêmes symptômes, à savoir éternuement, congestion nasale, inflammation du pharynx ou encore des yeux larmoyants pendant plusieurs jours. Récemment, 12 scientifiques de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, ont accepté de participer à un programme de recherche avec des savants venus du monde entier pour tenter d'identifier les causes de cette pathologie, et tous ont été unanimes, les particules de régolithe lunaire raccrochées à la combinaison des astronautes ont rapidement été identifiées comme responsables de leurs maux de gorge et leur conjonctivite. Bon, malheureusement, les scientifiques ne savent pas encore jusqu'à quel point cette poussière de lune pourrait être dangereuse, et il est essentiel de s'assurer qu'elle ne représente pas de danger sur une exposition à long terme. Sur la Lune, cette poussière est partout, très collante et surtout très abrasive. Ce dépôt peut même abîmer les équipements des astronautes, c'est pourquoi la NASA cherche des solutions alternatives pour les protéger de ce danger. Mais ce n'est pas tout, la poussière de Lune contient du silicate, une particule que l'on retrouve généralement près des volcans en activité, et dont l'inhalation provoque des troubles respiratoires et des lésions pulmonaires. Aujourd'hui, les chercheurs espèrent aller plus loin dans l'étude de cette énigmatique matière en utilisant une poussière très proche récoltée dans une région volcanique d'Allemagne. L'enjeu est bien sûr énorme car il est désormais urgent de développer des équipements et des procédures mieux adaptés à ce type d'environnement pour assurer la santé des hommes et des femmes qui seront envoyés sur la Lune pour les futures missions Artemis, qui prévoient, contrairement à Apollo, une présence à long terme et donc un temps d'exposition à la poussière lunaire beaucoup plus important. Savez-vous combien de fusées ont été envoyées dans l'espace cette année en 2022 ? Je suis sûr que si vous posez la question, bien peu de personnes autour de vous sont capables d'y répondre. Voici donc un petit récapitulatif de l'activité des lancements de 2022, où, sans surprise, les États-Unis et la Chine tiennent le haut du classement. Les Américains ont effectué pas moins de 85 lancements en 2022, principalement grâce à SpaceX, qui réussit le tour de force de réaliser 59 tirs dont 3 vols habités, et le tout sans aucun échec. Encore une fois, les États-Unis peuvent remercier l'entreprise d'Elon Musk et les performances de sa Falcon 9. Sa fiabilité hors pair et le rythme de ses lancements est hallucinant, sachant que les entreprises historiques comme ULA et Northrop Grumman peinent à réaliser 10 vols à L2. Il est donc désormais incontestable que SpaceX est en position de force et a réussi en quelques années à modifier en profondeur le paysage spatial américain et au passage à mettre au point le lanceur le plus fiable au monde. Malgré tous ces efforts, la Chine, elle, ne parvient pas à devancer les États-Unis cette année et occupe la 2e position. L'Empire du Milieu a réalisé 62 lancements tout de même, et compte tenu de son programme spatial extrêmement ambitieux, ce n'est pas étonnant.
Les tirs de lanceurs chinois se sont succédés à un rythme effréné cette année avec plus d'un lancement par semaine, avec une fiabilité assez incroyable puisqu'aucun tir institutionnel n'a connu d'échec également. Les deux seules défaillances recensées en 2022 proviennent de tirs de micro-lanceurs développés par des nouvelles startups financées par le gouvernement chinois. Étonnamment, la Russie, acteur spatial historique, est en 3ème position, loin derrière avec seulement 21 tirs et 2 échecs en vol. Cependant, n'oublions pas que les tirs de Soyouz en Guyane ont cessé à cause des événements en Ukraine, ce qui n'a pas arrangé les choses. Alors ce chiffre annonce-t-il un déclin de la grande puissance spatiale qu'est la Russie? Ça, seul l'avenir nous le dira. Bon, autant être honnête avec vous, on reste sur notre fin avec l'Europe par contre, qui se place certes en 4ème place, mais avec seulement 6 tirs, dont un échec il y a 15 jours avec le petit lanceur Vega C, qui pourrait rester cloué au sol un bon moment selon les résultats de la commission d'enquête. Comme je le disais juste avant, l'arrêt des tirs russes au centre spatial guyanais pèse un peu dans la balance, mais démontre tout de même la situation délicate dans laquelle se trouve l'Europe spatiale en ce moment. La situation est compliquée car en milieu d'année prochaine, la dernière Ariane 5 prendra son envol et l'Europe va se retrouver pendant plusieurs mois sans lanceur opérationnel, puisque la première Ariane 6 n'est prévue qu'en fin d'année 2023 dans sa version légère équipée de 2 boosters, la version la plus puissante elle n'étant prévue que 2 ans plus tard. Désormais, l'agence spatiale européenne est contrainte et forcée de faire appel à SpaceX pour lancer ses satellites scientifiques. Et oui, vous avez bien entendu, et si la situation n'était pas aussi grave, on pourrait presque en rire. Désormais, l'avenir du spatial européen repose entièrement sur les épaules du futur lanceur Ariane 6, dont l'assemblage de la maquette d'essai est terminé pour enfin débuter les tests de bon fonctionnement sur le nouveau pas de tir. Pour clore ce classement des lancements, on trouve aussi l'Inde, le Japon, la Corée du Sud et l'Iran. Au final, sur les 182 lancements effectués dans le monde en 2022, seuls 7 échecs ont été recensés, ce qui démontre que la fiabilité des lanceurs s'améliore de plus en plus, ce qui n'est pas une surprise non plus. Au total, si j'arrête les chiffres à Noël, ça nous fait donc pas moins de 182 lancements cette année, ce qui veut dire les terriens qu'on lance une fusée tous les 2 jours dans le monde, c'est un chiffre complètement fou quand on y pense. Mais à quoi tous ces lancements ont-ils bien servi ? Eh bien, il y en a déjà un que l'on retiendra bien sûr, le lancement de l'année, je veux bien sûr parler de la fusée SLS et du module Orion dans le cadre de la mission lunaire Artemis 1, un succès total malgré de gros retards côté lanceur. Bon, n'oublions pas également les 2 derniers modules Wentian et Mengtian de la station chinoise qui marquent également l'achèvement de cette nouvelle structure spatiale en un temps record. La capsule américaine concurrente du Crew Dragon, le CST-100 Starliner, a également effectué en mai un 2e vol de qualification dont on attend toujours une date précise pour son premier vol avec équipage. Du côté des satellites scientifiques, je retiendrai bien sûr SWOT, développé par le CNES et la NASA et dont le rôle est d'étudier le phytoplancton ainsi que les aérosols et les nuages. Et n'oublions pas non plus Microcarb qui doit mesurer les échanges de CO2 présents dans l'atmosphère de la Terre au-dessus des régions mal couvertes par l'instrumentation terrestre. Bref, 2022, vous l'aurez compris, ça a été encore une année très riche pour l'activité spatiale, avec une course à la Lune qui repart de plus belle, et de futures découvertes scientifiques qui arrivent, notamment grâce à James Webb. 2023 s'annonce alors déjà très prometteur pour le plus grand plaisir de tous les passionnés d'espace, d'aventures et de découvertes incroyables. On sait que régulièrement, de gros astéroïdes passent proche de la Terre, mais celui dont je vais vous parler est assez modeste puisqu'il a la taille d'une voiture, et surtout a été découvert le jour même où il s'est approché de très près de notre planète, à une distance inférieure à l'orbite géostationnaire de la plupart des satellites de télécommunications. Pour rappel, l'orbite géostationnaire c'est presque la porte d'à côté, c'est à 36 000 km d'altitude. En comparaison, la Lune elle est à 384 000 km. Plus précisément ici, le rocher a été repéré par le réseau de surveillance du ciel Catalina Sky Survey, basé en Arizona, samedi alors qu'il passait à 21 000 km au-dessus de nos têtes. Bon, pas d'affolement, si cet astéroïde officiellement référencé 2022 Y01 devait frapper notre planète, eh bien il ne ferait que peu de dégâts et se consumerait presque entièrement dans l'atmosphère. Il pourrait par exemple générer une énorme boule de feu, comme c'est déjà arrivé au-dessus de la Russie en 2013. Il s'agit tout de même du 6e astéroïde que les astronomes ont vu passer aussi près rien que cette année, et attention, les calculs des scientifiques indiquent également qu'il sera de retour pour un autre passage sur Terre en 2024. En tout cas, c'est le signe que les techniques de détection s'améliorent pour repérer davantage d'objets dans l'environnement proche de la Terre, et d'ailleurs, comme le souligne le site internet The Watchers, 7 des 50 objets les plus proches jamais repérés l'ont été rien que cette année 2022. Bon, malgré tout, il reste de grosses lacunes dans la surveillance des astéroïdes. D'une part, peu d'observatoires sont présents dans l'hémisphère sud de la planète, et d'autre part, un nombre important de gros spécimens se cachent dans l'éclat du Soleil, les rendant invisibles pour nos télescopes. Heureusement, une mission spatiale de la NASA permettra de combler cette lacune. Il s'agira de Neo Surveyor, dont l'objectif est d'effectuer un inventaire des objets géocroiseurs, ces gros astéroïdes susceptibles de menacer la Terre.
Cette mission est prévue aux alentours de 2026, et avec le succès de la mission DART cette année, il est aussi important de rappeler que plus les astéroïdes dangereux pour la Terre sont détectés tôt, plus ça laisse le temps à l'humanité de réagir. On vient de le voir, la Chine occupe désormais la 2e place dans le classement des lancements de 2022, et cela risque de durer encore longtemps tant les missions chinoises à venir sont nombreuses. On peut parler par exemple de Chang'e 6 qui promet de rapporter pour la première fois des échantillons de roches lunaires de la face cachée de la Lune. En 2020, la précédente mission, Chang'e 5, avait fait le buzz en réussissant à se poser sur la face visible et ramener 2 kg d'échantillons. Cette mission démontrait les capacités techniques de la Chine au monde entier, en détectant notamment de l'eau lunaire directement sur place. Et ce n'est pas tout, puisque les scientifiques chinois ont annoncé quelques temps après la découverte d'un nouveau minéral lors de l'analyse sur Terre de ces précieux échantillons. La mission Chang'e 6 sera lancée depuis le port spatial chinois de Wencheng en 2025 à bord d'une fusée Longue Marche 5. Cette fois, l'atterrisseur se posera dans la région du pôle Sud, mais comme je vous le disais, du côté de la face cachée de la Lune. Sur place, Chang'e 6 placera ses échantillons dans une sorte de mini-fusée pour les propulser en orbite. Un orbiteur lancé entre-temps se chargera de réceptionner le colis, puis la capsule d'échantillons sera dirigée vers la Terre. Ici, ce sera une vraie performance technique que la Chine maîtrise déjà et qui ressemble à la mission de retour d'échantillons martiens de la NASA. Cependant, et c'est une grande nouvelle, pour cette mission de Chang'e 6, la Chine s'ouvre pour la première fois à la coopération scientifique internationale, et on sait que c'est un engin français qui doit être intégré sur l'engin. Conçu à Toulouse par le CNES, l'agence spatiale française, il doit mesurer les concentrations d'un gaz rare radioactif, incolore et inodore, le radon. D'ailleurs, pas besoin d'aller sur la Lune pour trouver ce gaz produit par l'uranium. Sur Terre, on le retrouve à l'état naturel, dans les grottes ou les mines, où il peut s'accumuler et atteindre des concentrations plutôt élevées. Alors pourquoi cherche-t-on à détecter ce gaz si particulier sur la Lune ? Eh bien, Francis Rocard, le responsable des programmes d'exploration du système solaire du CNES, nous donne la réponse en affirmant que cela va permettre de mieux comprendre le fonctionnement de l'exosphère lunaire, une sorte de mini-atmosphère présente sur notre satellite naturel. En connaissant mieux ce mécanisme, on pourra expliquer comment des molécules d'eau se retrouvent par exemple piégées dans des cratères au niveau des pôles. Bon, on risque de me répéter encore une fois, les ambitions chinoises sont aujourd'hui au zénith, Chang'e 7 et 8 sont déjà en préparation, et le moins que l'on puisse dire c'est que l'on change de dimension. La première prévoit 5 engins spatiaux, un orbiteur, un satellite relais, un atterrisseur, un rover et même un petit drone roulant capable de rechercher des traces de glace d'eau dans les cratères proches. La seconde, Chang'e 8, prévoit de tester plusieurs technologies d'avant-garde telles que l'extraction et la transformation de la glace d'eau et l'impression 3D à partir du régolithe présent dans la roche lunaire. Vous l'aurez compris, tout ça a un seul but majeur, préparer au mieux le débarquement d'un équipage pour des missions à long terme, comme le prévoit Artemis du côté américain. Voilà qui nous promet une très belle course à la Lune. Merci d'avoir suivi l'actualité spatiale avec moi, n'oubliez pas le traditionnel pouce de YouTube, et merci à Incogni d'avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui. Vous retrouverez les détails de l'offre dans la description. Mes chers terriens, je vais vous souhaiter un très bon réveillon de nouvel an, et si on est déjà en 2023 lorsque vous regardez la vidéo, eh bien je vous souhaite une très bonne année. La semaine prochaine, pour la 300e vidéo de la chaîne, et oui déjà, je vous prépare une vidéo spéciale, un making-of du chemin qu'on a déjà parcouru ensemble depuis 3 ans, vous allez découvrir une partie des coulisses du JDE, et surtout une annonce qui compte beaucoup pour moi. Un petit peu de patience encore, et je vous dis à très bientôt, ciao les terriens.